J'ai déjà parlé des employeurs à risque, mais que faire si vous êtes celui qui tire la sonnette d'alarme? Dans cette vidéo, je vais aborder les signes révélant que vous pourriez être un candidat à risque. Lors d'un entretien d'embauche, il est important d'être attentif aux signes qu'un employeur pourrait être problématique. Cependant, il est également utile de considérer les aspects positifs de l'entreprise. Si nous constatons que nous sommes constamment rejetés, y a-t-il quelque chose que nous faisons ou la manière dont nous nous présentons qui donne à réfléchir aux employeurs? C'est ce que nous voulons ajuster pour décrocher notre prochain emploi avec conviction et autorité. Il vaut donc la peine de mettre son ego de côté et d'examiner certains signaux d'alarme que j'ai remarqués de la part des employeurs lorsque nous interviewons des candidats que nous pensons ne pas valoir le risque. Avant de commencer, si vous voulez plus de contenu sur la recherche d'emploi et la carrière directement d'un recruteur, abonnez-vous en appuyant sur le bouton. N'oubliez pas d'appuyer sur la cloche de notification pour ne rien manquer. Au cours de ma carrière, j'ai interviewé des dizaines de milliers de personnes et parlé à d'innombrables recruteurs. Et la liste suivante va être les choses les plus communes que je vois lorsqu'un employé est considéré comme un drapeau rouge. Montrer l'un d'entre eux ne signifie pas nécessairement que vous êtes un candidat à risque. Généralement, une personne problématique présente simultanément plusieurs de ces signes lors d'un entretien. Alors prenez-le avec un grain de sel. Et la première fois que votre candidat à problème se manifeste souvent tôt dans le processus d'entretien. Et c'est si vous arrivez en retard ou encore pire, vous arrivez non préparé, ou j'ai même vu des gens reprogrammés à la dernière minute. Vous devez garder à l'esprit que les premières impressions que vous faites comptent vraiment. Et si vous êtes quelqu'un qui arrive à votre entretien 15 minutes en retard parce que vous avez rencontré beaucoup de circulation ou que vous n'avez pas pu trouver de parking et qu'il vous a fallu du temps pour arriver à l'immeuble, ce que l'intervieweur va supposer, c'est que vous ne gérez pas très efficacement votre temps. Et maintenant, vous devez rattraper le reste de l'entretien parce que l'intervieweur a déjà une mauvaise première impression de vous. Le manque de préparation est aussi un problème. J'ai appelé plusieurs personnes à l'heure convenue et il était évident que je les ai prises au dépourvu. Je me souviens avoir appelé quelqu'un une fois. Ils se sont réveillés en se rendant compte qu'ils s'étaient endormis et ont dit « Oh, mince ». Ils débutent donc l'entretien sans même connaître leur interlocuteur. Il est évident que ce n'était pas une bonne première impression. Sans surprise, leur piètre performance ne leur a pas permis d'accéder au tour suivant. Être à l'heure et préparé est quelque chose que vous pouvez contrôler. Il n'y a donc aucune excuse pour cela. Vous pourriez être considéré comme un candidat à risque si vous êtes particulièrement difficile pendant l'entretien. Par exemple, lorsque le recruteur vous appelle et que vous êtes difficile à joindre, vous ne rappelez pas rapidement. Et lorsque vous retournez leur appel, c'est très difficile de vous inscrire à leur calendrier car votre disponibilité est tellement limitée et c'est un véritable combat pour vous programmer l'entretien. Ou lorsque vous entrez dans le processus d'entretien et que vous êtes vague quant à votre engagement à progresser, à vous rendre disponible pour les prochains tours, à participer au processus d'entretien. Ou lorsque l'on vous demande vos attentes salariales et que vous repoussez le problème. Malheureusement, ces signes indiquent que vous pourriez être un candidat difficile à gérer et que cela pourrait ne pas valoir leur temps. Maintenant, je me rends tout à fait compte qu'il y a des gens là-bas qui aiment garder leurs cartes près de leur torse, en particulier avec des choses comme les attentes salariales, mais ne pas répondre à la question vous met en fait à un désavantage car bien souvent le recruteur va simplement vous dire « Vous savez quoi, prendre le temps dont vous avez besoin et quand vous serez prêt à répondre à la question, revisitez cela et nous continuerons à vous évoluer dans le processus d'entretien tout le temps. Ils font avancer d'autres candidats avec lesquels ils parlent en même temps et vous allez être laissé derrière. Il y a des façons plus efficaces de répondre aux questions d'attente salariale, de sorte que vous ne laissez pas d'argent sur la table. Et je vous encourage à consulter mes autres vidéos sur comment répondre à la question des attentes salariales si vous avez du mal avec celle-ci. Et mon objectif quand je cherche un emploi est de leur faciliter autant que possible l'embauche. Je ne veux pas être un obstacle pour eux, surtout au niveau professionnel. Ce prochain point sera impopulaire car il traite de l'instabilité professionnelle. C'est le cas lorsque votre 105 montre une histoire de travail très sporadique et instable. Et cela se présente souvent sous forme de séjours ou d'emplois très courts qui n'ont pas beaucoup de sens. Peut-être que vous travaillez dans une industrie, passer à un autre type d'emploi, à une autre industrie entièrement qui n'a pas vraiment de sens et qui n'était pas liée à la première, y rester pendant un petit moment, puis vous passez à une autre industrie en faisant la même chose. Ou bien cela pourrait être quelqu'un qui a beaucoup d'emplois successifs, qui sont relativement de courte durée, qui sont tous au même niveau et qui n'ont pas de sens logique. En d'autres termes, vous avez beaucoup de choses à défendre sur votre 105 et cela devient assez délicat. Maintenant, le changement fréquent d'emploi peut être un moyen très efficace de progresser rapidement à travers les bandes salariales, mais vous devez être très prudent ici car il y a un point de non-retour. En répétant cela à plusieurs reprises, vous atteindrez le sommet de l'échelle salariale.
Et si vous n'êtes pas prudent et que vous n'obtenez pas une certaine stabilité dans votre 105, cela vous reviendra souvent et vous mordra très fort, surtout dans un marché du travail difficile. Si vous prévoyez de changer souvent d'emploi, je vous conseille de le faire de façon stratégique et réfléchie. Sinon, vous serez considéré comme un candidat à risque, une situation que j'ai observée à de nombreuses reprises. Un autre signe de candidate à risque est une expérience ne correspondant pas au 105. Et c'est souvent le symptôme de quelqu'un qui fabrique son 105 ou peut-être qui l'embellit un peu trop, qui met éventuellement un peu trop de mots-clés juste pour essayer de faire sonner le téléphone pour ainsi dire. Et malheureusement, j'ai vu plus d'un candidat qui a été exposé et très publiquement lors d'un processus d'entretien parce qu'il a un peu trop embelli son 105. Et lorsqu'ils sont arrivés à l'entretien technique avec l'expert technique, ils ont dû démontrer leur expérience devant un panel complet de personnes. Ils ont pataugé. Le problème, le décalage entre votre expérience et votre 105, c'est que maintenant, l'employeur va remettre en question tout le reste de ce que vous avez dit pendant l'entretien et tout le reste de ce qui est sur votre 105. Donc, si vous ajoutez un petit embellissement, cela va les amener à tout remettre en question lors de l'entretien. Et vous vous demandez sûrement si ça vaut le coup. Et à cet égard, un autre signe indéniable que vous êtes un candidat à risque est si vous vous faites prendre en train de mentir. Et j'ai vu cela se produire lorsqu'un candidat a menti sur son expérience avec une certaine technologie, par exemple, et qu'il commence à être démasqué lors du processus d'entretien et il s'avère qu'il n'a en fait pas cette expérience. Ils ont maintenant la queue entre les jambes, comme quand quelqu'un ment sur son départ de son ancien travail. Et surtout, dans le cas d'un licenciement, je comprends que personne ne souhaite avouer avoir été renvoyé. Mais mentir à ce sujet n'est pas la bonne façon de procéder. Une meilleure façon de gérer cela est d'assumer ce qui s'est passé et ensuite d'appliquer l'enseignement qui en résulte. Le prochain signal d'alarme qui indiquera souvent à un employé que vous pourriez être un candidat à risque est si vous passez beaucoup de temps à dénigrer votre précédente entreprise, votre patron ou potentiellement même ses collègues. Parce que même si cela peut être la vérité, les employeurs vont comprendre que vous êtes quelqu'un avec qui il est potentiellement très difficile de travailler ou que vous êtes quelqu'un qui n'assume pas les situations. Et si vous êtes quelqu'un qui a enchaîné mauvais poste après mauvais poste ou mauvais patron après mauvais patron, il pourrait même commencer à juger votre capacité à prendre des décisions. En quelque sorte, il serait bon d'essayer de voir le côté positif de la situation. Soyez honnête, un autre signe que vous pourriez être un candidat à risque est si vous semblez trop à l'aise pour la situation. Et personnellement, j'ai eu plus d'un candidat qui est venu à un entretien, a un peu trop pris ses aises, a commencé à m'appeler des choses comme patron et pote, a mis les pieds sur le bureau, a commencé à utiliser un langage un peu coloré et a peut-être même raconté quelques blagues douteuses. Cela me montre un manque de professionnalisme et de respect envers le processus d'entretien de votre part. Et ce prochain signal d'alarme est sûr de vous faire éjecter du processus d'entretien. Et c'est quand vous traitez les personnes impliquées dans le processus avec lesquelles vous n'êtes pas en entretien, mal. Et cela peut être la personne à la réception lorsque vous entrez dans le bâtiment et que vous vous enregistrez. Ou ça pourrait être la personne qui vous fait visiter les lieux. Ou très souvent, ce sera le coordinateur de recrutement avec qui vous travaillez pour planifier. Car si vous êtes agressif, que vous rabaissez les autres, que vous êtes difficile avec ces personnes, tout cela sera rapporté aux équipes de recrutement. Et j'ai certainement éliminé certains candidats du processus qui ont très mal traité mes coordinateurs de recrutement. J'ai eu un candidat en particulier pour un poste très senior qui a rabaissé ma coordinatrice de recrutement lorsqu'elle essayait de planifier son voyage pour une grande entrevue. Et quand j'ai rapporté cela à l'équipe de recrutement, ils ont choisi de le retirer du processus parce qu'ils ont dit que s'ils allaient traiter les gens en aval de cette façon avant l'entretien, on pouvait seulement imaginer comment ils seraient s'ils montaient à bord en tant que leader senior. La morale de cette histoire est donc de s'assurer que toute personne avec qui vous interagissez à partir du moment où vous commencez à parler à l'entreprise jusqu'à ce que vous soyez embauché et intégré est traitée avec le plus haut degré de respect et doit être considérée comme responsable de décision. Parce que ces équipes de recrutement iront souvent demander à ceux qui vous ont fait visiter l'usine « Hey, qu'est-ce que tu penses d'eux ?» Et s'ils rapportent quelque chose de négatif, cela pourrait nuire à vos chances en tant que candidat. La prochaine fois que vous serez un candidat à risque, c'est si vos attentes salariales sont irréalistes, en particulier pour le marché ou le type de poste, et probablement encore plus important, pour les compétences, connaissances et aptitudes que vous apportez réellement à la table. Et c'est souvent le cas où quelqu'un essaie d'attraper un gros poisson et il lancera une attente salariale qui est de 20 ou 30, peut-être même 40% de plus que la concurrence, et cela ne correspond tout simplement pas. Nous sommes tous perplexes, nous demandant si c'est réel, car vos attentes salariales sont vraiment très élevées.
Donc je dirais assurez-vous de bien vous renseigner sur le salaire et de faire un bon travail d'introspection en disant d'accord, quelles compétences j'apporte réellement à la table qui sont différenciées et uniques, surtout si je demande la lune. Il en va de même pour les négociations salariales. Si vous lancez un chiffre démesuré au moment de la présentation de l'offre parce que vous pensez avoir un bon coût, cela risque probablement de décourager les équipes de recrutement. Et c'est particulièrement vrai si votre chiffre est 30 ou 40% plus élevé que celui que vous avez fourni au recruteur au tout début de l'entretien. Cela donnera l'impression que vous essayez de tromper et l'employeur pensera probablement que vous avez simplement fait perdre du temps à tous. Souvent, ils ne négocieront pas avec vous et peuvent simplement retirer l'offre. Rappelez-vous, la négociation de l'offre commence dès votre première rencontre avec le recruteur et non lors de la présentation de l'offre. Assurez-vous d'avoir une stratégie à ce niveau. Le dernier signal d'alarme à partager, si vous n'assumez jamais vos responsabilités. Et cela se produit souvent lors de l'entretien lui-même lorsqu'il pose des questions basées sur le comportement et que toutes vos réponses ne prennent jamais en compte la responsabilité quand les choses tournent mal. Et c'est toujours la faute de quelqu'un d'autre et vous n'appliquez jamais aucun apprentissage à cela. Il existe bien sûr de multiples façons de mener des entretiens basés sur le comportement. Si vous pensez avoir besoin de plus d'aide à ce niveau, je vous recommanderais de consulter ma playlist d'entretien. Mais en général, les employeurs veulent savoir que vous assumez lorsque les choses ne se passent pas bien et que vous appliquez ce que vous avez appris. Vous ne voulez donc pas être perçu comme quelqu'un qui n'apprend jamais de ses erreurs ou, pire, qui n'en fait jamais. Quoi qu'il en soit, ce sont les signaux d'alarme les plus courants que je vois les employeurs rapporter sur les candidats qu'ils interviewent. Et ce sont souvent des choses qui font que les gens sont rejetés. Donc, si vous êtes quelqu'un qui fait ces erreurs lors de votre entretien, vous voudrez peut-être commencer à réévaluer votre approche et peut-être appliquer un peu plus de stratégie. N'hésitez pas à consulter mes playlists dédiées aux entretiens et à la stratégie de 105 si vous avez besoin d'aide supplémentaire. Si vous avez besoin d'une aide plus approfondie, c'est justement ma spécialité. Mon site web lifeafterlayoff.com regorge de conseils et d'astuces, le tout d'un point de vue d'initié. Je partage mes connaissances les plus profondes et intimes dans quelques cours de formation. Le premier s'appelle Resume Rocket Fuel, qui est conçu pour vous apprendre à rédiger un Send 5 qui est précis mais aussi représentatif du travail et vous donne la plus grande probabilité de passer votre premier entretien. Une fois votre nom dans le processus d'entretien, vous devez vous commercialiser efficacement à chaque tour. Et écoutez, cela peut être un peu un défi ici, mais le Ultimate Job Seeker Bootcamp est conçu pour décomposer chaque étape du processus d'entrevue en détail et vous donner des conseils, des outils et des méthodes pour que vous puissiez l'assurer. Et puis une fois que vous arrivez à l'offre, vous pouvez la négocier efficacement afin de ne pas retirer l'offre, mais vous vous assurez également de ne pas laisser d'argent sur la table. Si vous avez besoin d'aide supplémentaire avec votre stratégie d'entretien et votre recherche d'emploi, consultez le Ultimate Job Seeker Bootcamp, c'est tout pour aujourd'hui. J'aime donner un peu de yin au yang et ne pas toujours accabler leur employeur. Bien sûr, nous pouvons toujours faire certaines choses pour nous améliorer en tant que demandeur d'emploi. C'est le but de cette vidéo. Quoi qu'il en soit, j'espère que vous l'avez trouvé utile. Merci d'avoir regardé, à la prochaine.